Bonjour à tous, a priori il n'y a pas de toutes, donc bonjour à tous. Bienvenue pour cette visio de Gutenberg, ou les exposés Gutenberg. Alors tout le monde sait, mais je le répète, que Gutenberg, c'est l'association des utilisateurs de la tech et autres technologies tech pour les utilisateurs francophones, et que nous faisons en sorte d'animer cette communauté. Je m'appelle François Druel, j'en suis le trésorier. Et donc, si avec cette casquette de trésorier, vous connaissez Gutenberg, vous êtes certainement abonné à notre liste de diffusion, gut@ens.fr, et puis qui est un fil libre et ouvert à tous et à toutes de soutien autour de la tech et des technologies la tech. Alors, ne m'en voulez pas, tech, la tech, contexte, etc. Toute cette technologie-là, un site web que vous connaissez qui est plein qui est plein d'informations, une lettre régulière, des cahiers réguliers également sur la question. Et puis, je ne démarrerai pas cette présentation de l'association sans vous dire deux choses importantes. La première, c'est que cette visio est enregistrée et que donc la vidéo, notre ami Maxime Chupin, qui est le secrétaire général de l'association, adjoint, en fera une édition qui se retrouvera sur nos réseaux sociaux divers et variés pour du replay. Et la deuxième chose, vous parlez du 18 novembre, c'est un samedi, et ce sera la journée Gutenberg. Donc le matin, on aura un certain nombre d'exposés sur la tech et sur les technologies autour de la tech, dont un en particulier de notre ami Denis Bitouzé sur la nouvelle fac, puisqu'on a une foire aux questions spéciale la tech. Il a beaucoup travaillé, donc il présentera ça. Et l'après-midi, eh bien, il y a une assemblée générale de l'association. Les membres pourront voter s'ils le souhaitent, mais c'est ma casquette trésorier, s'ils sont à jour de cotisation, 30 € seulement pour l'année civile. Fin de la parenthèse publicitaire. Et tous les autres, eh bien, évidemment, auront le plaisir d'assister à cette journée. On n'a pas encore prévu de déjeuner, on y travaille, on va essayer de trouver une solution. Voilà. Ça, c'est pour l'association Gutenberg. Maintenant, ce soir, ce qui nous rassemble, c'est le package Awesomebox. Et Étienne de Paris a accepté de venir nous en parler. Alors, Étienne est le programmeur de ce paquet, le mainteneur de ce paquet sur le CETAN. Et c'est un développeur web. Alors, il habite à côté de Nantes. Et Étienne fait plein de choses en IT, et en particulier, comment ça s'appelle, également Fronde, qui est un gestionnaire de sites, enfin plein de choses. Et puis surtout, depuis des années, il nous dit qu'il est utilisateur de la tech comme nous tous, plus ou moins régulier, mais admirateur de cette magie, presque de cette mystique qui permet de compiler des choses et de faire des documents qui sont versionnables et tout en PDF. Voilà. Donc, je pense que j'en ai assez dit. Étienne, je vous laisse la parole pour cet exposé. À la fin de l'exposé, comme d'habitude, on pourra échanger, poser des questions. Vous avez sinon un petit chat et au besoin, bien, je relirai ou je relayerai vos questions. Étienne, vous avez la parole. Eh ben, merci beaucoup, merci pour la présentation. Bonjour à tous et à toutes éventuellement. Du coup, effectivement, j'avais accepté l'invitation de venir parler d'Awesomebox, donc qui est un package que je maintiens depuis quelques années. Ce qui est rigolo, c'est que dans ma tête, ça faisait une éternité. En fait, j'ai remarqué que le premier commit datait de 2016, donc ça paraît pas si lointain. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été très très long avant que je le commit. En fait, pendant très longtemps, sûrement comme beaucoup, j'avais tout un tas de fichiers STY qui traînaient à droite à gauche. Et puis un beau jour, je me suis dit, pourquoi pas aller le publier sur le CETAN. Et effectivement, ça a commencé comme ça. Et du coup, c'est une petite présentation sans prétention, parce que j'ai toujours considéré que c'était finalement un package tout petit pour répondre à un besoin qui est finalement précis. Du coup, j'ai essayé de vous présenter le paquet, déjà en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il fait, et un petit peu comment l'utiliser, en repartant de mes besoins qui m'étaient propres. Et je pense que on pourra ouvrir très largement dans la question sur des questions que vous auriez auxquelles je n'ai pas pensé. Du coup, hop là, mauvais endroit.
Rapidement, Awesomebox, donc comme je l'ai dit, c'est un package donc, comme je l'ai dit, créé en 2016, je pense que je l'utilisais avant. Pour le background, comme dit en introduction, je me définis aujourd'hui comme étant développeur web. Il se trouve que j'ai également fait de la recherche. J'ai fait une thèse entre 2010 et 2013, mais depuis 2013, je n'ai plus fait de recherche. Et on ne se mentira pas que ça a été les années les plus prolifiques pour moi en utilisation de la tech. Et très certainement, Awesomebox est né au détour d'un article ou même de mon manuel. Je ne m'en souviens plus. Awesomebox est disponible sur Cetan et du coup, depuis le temps, est largement disponible dans les différentes distributions, MyTex, TechLive, etc. Donc, normalement, il est directement disponible chez vous dans votre installation LaTeX habituelle, sachant que c'est aujourd'hui un package qui est plus que stable. À l'inverse, le dernier commit remonte à 2019, donc a priori, vous avez la dernière version, il n'y aura pas de problème. Depuis peu, il est rattaché à l'organisation, c'est comme ça que ça s'appelle sur GitHub, Gutenberg. Donc du coup, l'idée était aussi bah voilà, ça c'était venu aussi de Gutenberg, un petit peu rattraper, enfin rapprocher les différents efforts francophones pour montrer aussi que bah, qu'ensemble on arrive à faire des choses et donner possiblement de la visibilité un peu plus ou un peu moins, un peu plus à différents projets. Et donc pour terminer sur cette présentation de base qui ne dit pas ce que ça fait, du coup Awesomebox est a priori compatible avec tous les textes possibles et imaginables. Je dis bien a priori parce que j'ai moi-même testé que Xolatech et PDF LaTeX. Je ne suis pas un utilisateur de l'UA LaTeX et ni un utilisateur de contexte, mais fondamentalement, encore un coup, comme Awesomebox finalement utilise que des directives très classiques, il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a eu une limitation historique il y a très longtemps. Je me permets de faire un petit aparté. Au tout début du paquet, donc en 2016, j'avais fait une dépendance forte, d'où le nom d'ailleurs Awesomebox, parce que ce paquet dépend fortement des polices de caractère issues du projet d'icônes libres FontAwesome. Et du coup, j'étais lié au paquet LaTeX FontAwesome, tout simplement. Il se trouve que ce paquet qui packageait la FontAwesome, pour une raison que j'ai pas fouillé plus, c'est pas le sujet, n'était compatible que avec Xolatech. Il se trouvait qu'en parallèle, moi j'ai toujours utilisé Xolatech depuis très longtemps pour utiliser mes polices système. Et du coup, bah, ça m'allait très bien. Et quelques années plus tard, quelqu'un m'a fait remonter qu'il existait désormais un paquet FontAwesome 5 qui packageait la dernière version de la police de caractère FontAwesome, et cette fois-ci qui était compatible avec tous les systèmes. Du coup, ça a fait sauter du même temps le verrou. Néanmoins, c'est toujours pareil avec les distributions LaTeX, la rapidité de déploiement des différents paquets, le fait qu'on utilise plus ou moins des choses un peu hors temps. J'ai continué de packager au sein du paquet Awesomebox. Il y a un autre fichier STY qui est accessible normalement exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'au lieu d'appeler Awesomebox, vous appelez Awesomebox Compat, qui lui continue d'appeler la fonte FontAwesome, et qui du coup n'est disponible qu'avec Xolatech. Mais donc, pour faire court, si vous utilisez Awesomebox, vous pouvez l'utiliser partout. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait ça. L'idée, en fait, c'était vraiment de créer des petites boîtes d'alerte dans le flux de vos écrits. L'idée, c'est, bah voilà, quand on écrit des paragraphes, des textes plus ou moins longs, il arrive à un moment donné où on veut amener le lecteur vers une information importante, lui dire, bah voilà, ça,
on veut le mettre en valeur pour X ou Y raison, parce que c'est une petite info intéressante, parce que, attention, il faut être concentré, ça c'est important, parce que ça permet d'aller plus loin, etc. etc. C'est quelque chose qui est vraiment commun dans beaucoup de manuels scolaires, par exemple. Et en l'occurrence, je vais revenir dessus un peu plus tard, encore une fois, voilà, personnellement, je viens pas du monde des mathématiques, je viens plutôt du monde du développement, particulièrement du développement web, et mon besoin particulier propre était que je rédige énormément de documentation utilisateur pour différents systèmes, et quand on lit de la documentation, particulièrement en informatique, mais c'est valable avec tout, et parfois on va s'étaler un petit peu parce que on a des tas de choses à raconter, mais voilà, au milieu par exemple, d'une procédure d'installation, on va amener le lecteur à dire attention, il y a telle dépendance qui est particulièrement importante, ou attention, cette étape est à ne vraiment pas passer parce que c'est important. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'était vraiment de créer ces petites boîtes d'informations. Alors l'inspiration, elle vient directement, donc du coup je vous ai déjà parlé de mon besoin qui est le deuxième point. J'avais vraiment besoin d'écrire de la documentation technique et du coup de pouvoir décorer ça. Et pendant très longtemps, j'ai été un utilisateur assez heureux d'ASCII-Doc, en particulier parce que je suis un développeur Ruby et qu'ASCII-Doc est développé en Ruby, donc comme toujours dans ces petits milieux-là, on reste entre nous. On se tient chaud, c'est très bien l'hiver. Mais voilà, en parallèle, par ma thèse, etc., je me souvenais d'utiliser énormément de la tech et je me disais, quand même, j'aimerais bien pouvoir réussir à faire la même chose en la tech. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été assez étonné de me rendre compte qu'il n'y avait rien de directement utilisable. Donc pour information, ASCII Doc, hop, je vous amène. Les blocs, donc ça c'est la documentation d'ASCII-Doc elle-même. Ça fait depuis les années 1870 que ASCII Doctor existe, qui fournissent ce qu'ils appellent leur bloc d'admonition. Et vous remarquerez que j'ai repris vraiment exactement les mêmes blocs de base qui permettent d'afficher des petits blocs. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est littéralement une inspiration immédiate, si ce n'est un repompage éhonté, le tout en LaTeX. Et donc, voilà, l'idée c'était de pouvoir avoir un environnement d'écriture qui soit homogène, quel que soit mon média de sortie. Et je vais je vais vous montrer un peu un exemple direct de là où je l'utilise vraiment quotidiennement. C'est effectivement, François en a parlé en introduction, je maintiens donc un petit générateur de sites statiques sans prétention et on ne va pas s'étendre dessus, mais du coup je rédige sa documentation et il se trouve que j'avais pas envie de la rédiger 36 000 fois dans 36 dialectes différents. Et en l'occurrence, je n'ai pas écrit du LaTeX directement, étant un utilisateur d'Emacs, je l'ai rédigé en org. Et il se trouve que ça m'a permis d'exprimer mes blocs d'avertissement pour les lecteurs de la documentation une fois dans mon fichier source. Et au final, ça me permet de générer mes blocs d'alerte à la fois sur la documentation HTML qui est directement disponible sous la forme d'un site web, et ça s'affiche aux mêmes endroits, ça s'affiche comme attendu, avec des petits blocs d'information ou d'attention, etc. Mais également, à partir du même fichier source, quand je l'exporte et que je passe par LaTeX, ça me génère mon document final très joliment typographié, c'est ce que j'apprécie avec LaTeX, mais via AwesomeBox, ça me permet de récupérer les mêmes boîtes aux mêmes endroits avec la même signalétique et la même sémantique. Et ce qui est extrêmement agréable en tant que développeur, mais du coup en tant que rédacteur de documentation, de se dire ça me permet de faire des documentations qui du coup
Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus agréable à lire et à suivre, en fait, parce que globalement, on n'est jamais perdu, on sait où est-ce qu'on va. Voilà, on sait typiquement, voilà, un exemple de quelque chose à ne pas faire, globalement, je sais que si je mets une flamme devant, les gens feront plus attention que si c'était un paragraphe normal. Et donc, comment ça s'utilise en LaTeX? Il y a deux cas. Donc, comme exactement de la même manière qu'avec ASCII-Doc, quand vous installez, quand vous utilisez le package AwesomeBox, naturellement, directement, vous bénéficiez de 5 blocs d'alerte de base qui sont note, type, warning, caution et important. Donc en bon français, note, conseil, attention, important et caution, grosse attention bien bourrine. Il y a deux manières de les appeler. Donc, à partir du moment où vous avez choisi votre niveau, donc encore un coup, note, type, warning, etc., vous pouvez utiliser soit une notation de fonction, donc note, box et entre guillemets, entre crochets, votre texte. Si vous êtes, pour X ou Y raison, dans le besoin d'utiliser plutôt un environnement, par exemple, parce que vous voulez embarquer un autre environnement, comme Itemize, ou que vous avez plusieurs paragraphes à mettre en valeur et que du coup, la notation fonctionnelle ne vous semble pas la plus pertinente, AwesomeBox fournit également des environnements. Donc, les fonctions utilisent la notion de box, les environnements utilisent la notion de bloc. Mais c'est toujours pareil, le préfixe, c'est le niveau. Et le but du jeu, c'est que ça rende exactement le même résultat. Donc là, littéralement, un bloc d'attention de type note qui s'affichera de cette manière-là. Vous remarquerez, pour le cadre de la présentation, comme j'utilise un fond foncé, j'ai changé les couleurs pour des choses qui se voient mieux, mais sur un document, ça aurait été la couleur de base. AwesomeBox vous propose également une API générique, c'est-à-dire que, en fait, au-delà des 5 boîtes qui sont fournies de base, vous êtes complètement libre de créer vos propres boîtes et en fait même d'aller au-delà de AwesomeBox, puisque littéralement l'API vous permet de définir quelle sera votre icône. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez passer ce que vous voulez comme icône. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de là? En fait, AwesomeBox se présente sous la forme d'un tableau. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, en interne, c'est ni plus ni moins qu'un tableau. Vous avez une première colonne dans laquelle vous allez avoir l'icône, et la deuxième colonne qui prend tout le restant de la largeur de la page contiendra votre texte. Par défaut, pour faire joli, par défaut, le thème par défaut, entre guillemets, affiche juste une bordure verticale entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Donc pour vous remontrer, c'est ce qu'on voit là. On a l'icône à gauche, le texte à droite. Mais en fait, suite à une demande d'utilisateur, AwesomeBox a supporté également des traits horizontaux. Donc ça vous permet de mettre un trait littéralement au-dessus du tableau et en dessous. Et ce trait a 2 longueurs, ce qui vous permet soit de mettre le trait horizontal que au-dessus du texte, ou sur toute la longueur. Donc là, en l'occurrence, l'exemple du dessous montre les lignes horizontales dans leur version longue. Et pour terminer, ce que cette API vous permet de faire, qui n'apparaît donc pas dans les boîtes par défaut, mais qui est en fait tout à fait faisable, vous pouvez également ajouter un titre
à vos boîtes, ce qui apparaît dans l'exemple du dessous. Donc voilà, tous les éléments sont modulables indépendamment, la couleur de l'icône, la couleur des traits, le titre, etc. etc. Globalement, c'est plutôt résistant. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller assez loin dans ce que vous passez. Bah, littéralement, ce que je disais, les icônes, vous pouvez passer des fonctions qui appellent n'importe quoi d'autre. Donc, on pourrait imaginer qu'en lieu et place d'un caractère, d'une fonte, vous pourriez tout à fait faire appel à une image avec un Cloud Graphics. Vraiment, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc voilà. Pour quasiment terminer, donc juste comme ça, quand on distribuera les slides, je mets directement le lien vers la documentation du paquet, donc qui est en anglais. Par contre, effectivement, je l'avais toujours distribué en anglais. J'ai jamais pris le temps de la traduire en français. Du coup, ça vous redit un petit peu ce que je viens de vous expliquer avec des exemples de chacune des boîtes, les unes après les autres. On redit qu'on peut faire des environnements et on réexplique du coup ce que je viens de vous expliquer sur la fameuse API. Vous voyez un peu plus d'exemples, donc des exemples sans traits du tout, des exemples avec des différentes couleurs, des exemples, voilà, par exemple les traits horizontaux qui ne vont pas jusqu'au bout, etc. etc. L'API, effectivement, existe tout à fait pour vous permettre de créer vos... Enfin, du coup, l'API vous permet également de créer des blocs libres, donc de la même manière, pour les mêmes raisons, si la commande ne vous suffit pas. Et quelques petites manières de customiser les choses. Et donc, effectivement, par défaut, le paquet s'appelle AwesomeBox parce que je m'appuie sur la police FontAwesome. J'ai un prérequis sur le paquet FontAwesome, ce qui vous permet de récupérer nativement énormément d'icônes. Donc là, je suis sur le PDF du paquet FontAwesome 5 lui-même. Et effectivement, vous avez énormément d'icônes disponibles pour exprimer à peu près toutes vos envies sous forme de blocs customisables. Et effectivement, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, quasiment à chaque fois que j'ai vu AwesomeBox dans la nature, les gens avaient redéfini leur propre bloc, en fait. Et c'est assez rigolo parce que mon besoin historique, moi, se réduisait à 5 blocs de base. Et le fait qu'il y ait une API venait simplement du fait que quand j'ai développé le package AwesomeBox, bah, j'ai pas eu envie de copier-coller 5 fois la même chose. Et du coup, j'ai factorisé mon code de manière à ce que mes différents blocs de base utilisent la même machinerie interne. Et en fait, il se trouve que c'est cette machinerie interne qui est la plus appréciée. Mais bah, c'est tant mieux. Et voilà. Donc du coup, énormément de choses possibles. Voilà, donc c'est déjà la fin de mon propos. Effectivement, c'était un petit peu court. Comme je disais, j'avais pas grand-chose à dire. Parmi les limitations quand même que je pourrais amener en conclusion, du coup, AwesomeBox, comme je le disais, en interne, utilise un environnement tabulaire. Ce qui veut dire qu'effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au moment où vous écrivez votre texte, vous êtes en train d'écrire votre texte au sein d'une case de tableau. Donc toutes les limitations inhérentes au fait d'écrire dans une case de tableau s'appliquent, particulièrement si vous injectez des caractères particuliers comme le et commercial ou ce genre de choses. Et du coup, c'est la plupart des usages un petit peu sur lesquels vous pourriez vous faire surprendre sont expliqués dans la documentation. Donc, il y a une petite section sur la compatibilité avec d'autres environnements qui vous réexplique un petit peu comment embarquer ces choses-là sans se faire mal.
sachant que, mais c'est globalement, encore un coup, j'ai été étonné de la résistance naturelle de la chose, parce que même un environnement Minted passe assez bien. L'inverse est vrai aussi, dans Beamer, par exemple, c'est passé assez proprement, sans avoir besoin de spécifier de conditions fragiles à la slide. Mais voilà, toujours avoir en tête que ça reste un tableau. Donc, par exemple, une remarque qui m'a été faite régulièrement et sur laquelle, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution parce qu'elle est logiciellement impossible, ça a été les longues boîtes sur plusieurs pages. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait tous que dans un tableau, on est obligé d'utiliser l'environnement long table si on veut passer sur plusieurs pages. L'environnement tabulaire de base étant limité à une page ou voilà. Et donc du coup, nécessairement, vos boîtes ne pourront pas s'étaler sur plusieurs pages. Donc voilà, ça demandera quelques petits contournements dans vos contenus. Mais encore un coup, sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, pour en revenir aux origines un petit peu de Sandbox, qui était comment améliorer le rendu d'une documentation logicielle. L'idée étant qu'on est bien sur des boîtes d'alerte normalement, et du coup, une alerte qui dure trop longtemps n'est plus une alerte. Ça devient une section ou ça devient quelque chose d'autre. Et du coup, ça rentrerait peut-être dans la grande famille des won't fix, parce que pas le sujet. Mais si jamais quelqu'un trouvait une manière simple de pouvoir supporter le multipage, pas de souci. Voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions.